à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Déclic Live, votre dose d'inspiration énergisante, inspirante et conviviale pour chefs d'entreprise connectés. À consommer à 8 heures avec le café en mode capsule ou en mode version longue, détente à votre guise. Cathy Labarre, bienvenue dans cette émission Déclic Live. Cathy Labarre, je rappelle qui vous êtes, experte en sciences humaines appliquées au comportement dans l'entreprise. Vous nous faites le plaisir de répondre à notre invitation pour ce deuxième épisode. Vous êtes formatrice également, vous êtes conférencière, vous êtes organisatrice d'événements. Vous allez nous confier vos observations, vos analyses, vos pépites pour réenchanter justement l'entreprise et compter sur chaque richesse humaine. Cathy, bienvenue. Merci, je suis honorée de rejoindre des femmes dynamiques comme vous et de pouvoir contribuer à mon humble niveau à vous rejoindre et à participer. On va revenir sur votre identité, votre personnalité. J'ai remarqué que vous aviez un parcours particulièrement actif, particulièrement dynamique. Est-ce que vous pourriez revenir sur les origines de ce parcours quelque part synaptique ? Alors, je pense que je suis née prédisposée, je dirais en toute humilité. Déjà enfant, j'étais en parole, j'étais sur la scène. À 12 ans, 11 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de scènes. Mes parents me mettaient également beaucoup sur la scène, donc j'ai tout le temps été initiée. J'ai tout le temps aimé l'humain, j'ai tout le temps été dans les groupes, j'ai tout le temps été en train d'animer. Et je pense que ma passion pour l'humain a démarré déjà enfant. J'ai beaucoup contribué à participer à l'entreprise de mon père, faire les forums, faire les colloques, parce qu'il n'aimait pas tellement aller en public. Donc, je faisais à l'époque beaucoup de foires expo. C'est vraiment quelque chose que j'aimais, parler aux gens, donner des conseils. À l'école aussi, je donnais beaucoup de conseils à tout le monde. Et je me suis rendu compte que ma passion pour l'humain était vraiment quelque chose de grandissant. Et je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai choisi un cursus qui correspondait à cela. Est-ce qu'il y a un moment déclic qui est vraiment repérable dans votre parcours ? Oui, bien sûr. J'ai failli mourir à 12 ans. Voilà, donc ça a été une expérience de vie comme une autre. Tout le monde croyait que j'allais mourir dans la famille. Je savais, moi, que ce n'était pas mon heure déjà. Et ça m'a modifié complètement ma représentation à la vie. J'ai compris que le monde des adultes était complètement dans l'erreur, qu'on me disait des choses qui étaient archi fausses, et j'ai eu une passion pour la vie qui a été démesurée, je pense, à partir de ce moment-là. Une soif d'avancer, de vivre, de comprendre. Je pense que le déclic s'est fait là, et j'ai compris très tôt que la France avait besoin uniquement de savoir, de diplômes, que mon savoir-être, qui était déjà très prononcé, ne pourrait pas trouver son expression et qu'il fallait que je me cache derrière des diplômes pour qu'on me fiche la paix. Ah, c'est fort ce que vous dites là, que vous vous cachiez derrière des diplômes. Oui. Donc, pour vous, c'était une manière de pouvoir continuer à vivre à votre manière en étant relativement tranquille, quoi. Totalement. J'ai très vite compris que la France fonctionnait avec des étiquettes et donc de la représentation sociale. Même si j'en connaissais pas le terme, aujourd'hui j'en parle en tant que professionnelle, puisque c'est devenu le fruit de mes recherches, mais je parlais pas comme ça, bien évidemment, étant jeune, mais j'avais vraiment compris qu'il fallait déjà, culturellement chez moi, c'était des métiers qui nous étaient imposés, pour ma sœur et moi, par mon père, qui étaient uniquement des étiquettes sociales, mais qui ne pouvaient pas me convenir et sur lesquels j'ai refusé absolument, puisque je ne voulais pas aller dans les métiers que mon père avait choisi pour moi, qui n'étaient que des étiquettes sociales. J'avais le droit de faire docteur, bien évidemment. J'avais le droit d'être vétérinaire et prof de maths. Alors, je détestais les maths, j'étais nulle en maths, allez me dire pourquoi, mais prof de maths. Quand j'ai dit à mon père que je voulais être psychiatre, parce que à l'époque, j'avais besoin de comprendre les comportements déviants, vous voyez, déjà. Et il m'a dit, je me rappellerai toute ma vie, une fille de chef d'entreprise ne peut pas s'occuper des fous, donc c'est non. Du coup, vous avez redoublé d'efforts pour poursuivre votre cédé. Entre guillemets. Voilà, je n'ai jamais cédé. Et donc, j'ai continué ce que je voulais, comme je voulais. Très bien. Ben heureusement, parce que sinon, vous ne seriez pas là avec nous, quelque part. C'est très bien. Bravo en tout cas pour votre parcours qui est particulièrement atypique et très riche de sens et très porteur en termes d'espoir aussi, quelque part, parce que c'est pas si simple que ça de se désolidariser de son environnement familial ou de ses schémas
pour suivre sa propre voie. Bravo à vous, Cathy. Je poursuis. Certaines professions sont particulièrement exposées au stress, comme vous le savez. Qui accompagnez-vous aujourd'hui en tant que professionnel? Qui accompagnez-vous en priorité? Et comment se déroulent vos séances, finalement? Alors, c'est très particulier puisque, bon, quand on est experte sur les comportements humains avec un cursus comme le mien, on a le privilège de pouvoir accompagner tous les environnements économiques, tous, sans exception. Aujourd'hui, si on parle, je ne fais pas que des séances puisque, bon, je fais beaucoup d'ingénierie, beaucoup de formations, beaucoup de séminaires, beaucoup d'accompagnement. Et les séances, c'est quand même essentiellement des dirigeants ou des personnes qui ont des responsabilités ou des personnes qui sont confrontées à du burn-out en symptômes graves. Donc, on balaye quand même beaucoup, mais toutes les personnes que j'ai le privilège d'accompagner, c'est quand même des personnes qui peuvent être impuissantes face à leur vie professionnelle, personnelle, existentielle, mais des personnes qui se posent des vraies questions, qui cherchent ces réponses. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le point de départ, c'est « je ne sais pas, mais j'ai envie ». Je me pose des questions sur moi-même, sur la vie, sur mon entreprise, sur mon management. Et c'est à partir de ces questions qu'on sait qu'on peut vraiment aider les gens. D'accord. Donc, dès le moment où on se pose ces questions, finalement, tout le monde peut être concerné. Oui, oui, oui. D'accord. Très bien. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, beaucoup de personnes peuvent justement l'être, vu les questions et les mutations de notre société. Justement, j'en viens à une autre thématique importante. L'entreprise et les décharges ou charges émotionnelles, n'est-ce pas? Selon vous, l'entreprise a-t-elle subi justement de grandes et profondes mutations depuis une dizaine d'années? Si oui, lesquelles, justement? Alors, je dirais oui. Depuis 5 ans, je m'attelle à faire des conférences et des formations partout par rapport aux mutations, puisque, bon, pour moi, une de mes passions, c'est les changements de paradigme mondiaux. J'ai fait énormément de conférences à Paris, à Lyon, sur le territoire de l'Occitanie, sur les mutations sociologiques, pour essayer d'expliquer aux dirigeants que nous n'avons jamais été en crise. Je parle avant Covid, hein. Jamais, jamais en crise. Et ce qui m'interpellait tout le temps, c'est que la majorité des dirigeants nous répondent « Oui, mais vous savez, Madame Labarre, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que je fais ce que je fais et comme je le fais. » Et c'est toujours ce leitmotiv de penser qu'on était en crise. Et je crois que sur l'aspect prospectivisme pur, d'expliquer qu'on n'a jamais été en crise, qu'on était déjà en profonde mutation, je voyais bien que les personnes le conçoivent intellectuellement, mais n'arrivent pas à l'intégrer dans leur pratique professionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, le bouleversement qu'on est en train de vivre les met face à un mur, parce que personne n'a accepté d'anticiper les mutations sociologiques. Ou s'ils l'ont fait, ils l'ont fait uniquement sur le côté digital, mais pas sur le côté humain, pas sur le côté management, pas sur la réintroduction du capital immatériel. Et comme on se dit, oh ben ça marche comme ça depuis 10 ans, depuis 20 ans, pourquoi changer? Alors qu'on nous appelle parce qu'il y a une perte de sens, on nous appelle parce qu'il y a une perte de productivité, mais on vous répond, mais ça marche comme ça depuis 20 ans, Madame Labarre. Oui, mais si vous m'appelez apparemment, c'est pourquoi? C'est pas pour qu'on prenne un thé. Complètement. Ou si on peut prendre un thé, mais en parlant de vrais… Donc, les mutations, elles ont été… Alors, si on prend le plan humain, puisque c'est ce qui me passionne le plus, je crois qu'on n'a pas intégré que les modalités de la valeur travail sont en train de bifurquer complet. On n'est plus sur du linéaire, comme nos grands-parents. On est complètement sur changer de métier minimum 3 fois, peut-être de 15 entreprises sur un parcours. Et on ne s'est pas rendu compte que l'être humain aujourd'hui voulait du sens. On est sur du numérique, du digital, appelons l'intelligence artificielle, sauf qu'elle ne peut pas remplacer le capital humain. Je crois que les mutations, c'est le chemin des écarts entre le capital industriel, qui a été dans une vitesse foudroyante, et le capital humain, de voir qu'il est beaucoup plus lent et peut-être dans une certaine inertie.
Et je crois qu'on s'est complètement trompé. On ne peut pas accélérer ces deux modes opérationnels de la même manière. Et on a creusé un écart parce que l'être humain, il est caractérisé quand même par une forme d'inertie. Et l'époque industrielle, quand je dis industrielle, c'est toute l'évolution. Il ne faut pas le prendre au premier degré du terme, mais de montrer cette évolution technique, technologique, digitale. Et c'est de ne pas accepter d'avoir entraîné ce capital immatériel en prenant sens de ses besoins, de son fonctionnement, de ce qui était important pour lui et de l'avoir pris juste comme un objet social. Et je crois qu'aujourd'hui, on en paye le balbutiement du retour, mais on n'a pas tout vu. Justement, à ma question, pensez-vous que les organisations soient équipées pour gérer les relations humaines dans un contexte aussi mouvant et incertain? Qu'est-ce que vous pouvez me répondre là-dessus? Alors, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de cœur, je vais dire non. Pour la majorité, pas pour toutes bien évidemment, mais je vais oser dire non, même si je sais que ça ne va pas forcément être très apprécié. Je pense qu'aujourd'hui, et je l'aurais dit pareil avant le Covid, sur les 2-3 ans avant, mais je pense que ça va être amplifié, je crois que beaucoup d'organisations privées, publiques, ne sont pas prêtes à prendre le capital immatériel et l'intégrer dans des consensus collaboratifs. On parle beaucoup d'intelligence collective, on parle beaucoup d'équipe, on parle beaucoup de team building, mais on ne connaît pas l'être humain dans ses fondamentaux au niveau sociologique et sur sa partie subconsciente. On place beaucoup de valeurs dans les entreprises, de la tapisserie magnifique, ça meuble les tableaux, mais mes valeurs, je les ai depuis que je suis née. Donc, pour vraiment avoir la paix, je vais dire oui à une organisation. Et je vais dire oui sur ces valeurs. Mais l'écart est fondamental parce que la subjectivité d'un individu, elle compose 90%. Donc, on ne peut pas épouser les valeurs d'une organisation, mais encore moins celles d'un contexte inédit. Et si aujourd'hui, on ne se rapproche pas de la compréhension du capital humain, de son fonctionnement, des mécanismes qui sont en train de se jouer et qui sont vraiment sur quelque chose de très lourd en devenir, si on ne se rapproche pas d'une modification complète de l'approche managériale, en réintroduisant la connaissance de l'humain et vraiment de l'intégrant, en voulant donner sens, en le revalorisant, en apportant, je dirais, un consensus vraiment et arrêter de le voir comme un objet de production, je pense qu'on peut aller droit dans le mur très rapidement. Donc, j'invite aujourd'hui cette connaissance de l'humain et qu'on puisse la réintroduire dans tous les cursus d'approche, de formation, d'accompagnement. Comment décrivez-vous les liens humains au sein des organisations, en tout cas celles que vous avez pu approcher aujourd'hui? Sont-ils plutôt anxiogènes, encourageants, les liens humains dans l'entreprise? Comment les voyez-vous? Alors, j'ai plusieurs aspects pour répondre à ça. C'est une question très vaste, on est d'accord. Donc, il faut quand même préciser sur quelle posture on répond à cela. Si je réponds sur ma posture socio-analyste, je vais dire que ce n'est pas très encourageant, puisque si je me réfère au nombre de suicides, au nombre de burn-out que j'ai pu accompagner sur ces 5 ans, ces 5 dernières années, je pense que ça montre de manière complètement manifeste combien on n'a pas pris acte et connaissance de la place de l'humain au sein des organisations. Il faut recréer une forme de communication. Je crois qu'on a beaucoup de formations en communication qui datent du Moyen-Âge et je suis désolée pour la profession que je représente. Quand on est capable aujourd'hui encore de faire des cours avec récepteurs-émetteurs, je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux, il faut quand même atterrir. On est sur des recherches neurologiques extraordinaires. Moi, je suis un parcours au niveau des États-Unis, au niveau des chercheurs américains. Et je crois qu'avec les sciences sociales et les sciences neurologiques et la science quantique, aujourd'hui, on est en train de redécouvrir une partie du cerveau humain et de se rendre compte des comportements aujourd'hui. Donc, si on fait de l'ancien en voulant aborder l'inédit, je crois qu'on va vraiment être anxiogène, 2 pathétique et 3 avoir des comportements déviants de plus en plus. Je crois qu'il est fondamental aujourd'hui d'accepter qu'on ne pourra rien faire sans l'être humain. Pourquoi? Parce qu'on vient de vivre déjà un contexte qui est anxiogène par lui-même.
on a des personnes qui ont modifié leur comportement, certains qui se sont rendus compte que quelque chose était complètement différent dans leur façon d'appréhender la vie professionnelle. Et c'est là que j'appelle tous les dirigeants que nous sommes à revisiter nous-mêmes notre fonction, à revisiter nos rôles, nos représentations sociales et de comprendre qu'il est temps de travailler, d'avancer en fédérant et vraiment de remettre une volonté humaine pour avancer ensemble. Je dirais qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Autrement, on part juste pour un manque de pérennité et un manque d'inscription dans la durée. Et là, le retour risque d'être très violent. D'où l'importance de se préparer maintenant et de pouvoir envisager d'autres perspectives. Justement, vous parliez de cette crise sanitaire particulièrement inédite. Comment vous l'avez vécu à titre personnel et professionnel finalement? Alors, j'espère ne pas être arrogante dans ce que je vais dire, parce que ça peut être très mal perçu, mais je ne peux pas être autrement que moi-même, je ne peux pas être autrement que mon intégrité. Je vais avoir effectivement l'audace de vous dire que je l'ai plus que bien vécu et que je remercie la vie de m'avoir offert le privilège de ce que j'ai vécu. Quand j'ai vu, effectivement, j'ai fait ma dernière formation sur mon site avec des gens de Paris, de Bayonne, de Bordeaux. 2 jours après, on nous annonçait le confinement pour nos organismes, l'interdiction de recevoir du public. Et là, je me suis dit, on parlait beaucoup des soignants, avec le respect, puisque je forme beaucoup de chefs de clinique et soignants, le respect profond que j'ai pour eux. Mais je me suis dit, on ne parle que d'eux. Et je ne peux pas accepter ça. Voilà. Et j'ai dit, je vais mettre mon entreprise en stand-by. Quand on a l'expertise que j'ai, on se doit de le mettre au service de sa nation. On se doit de le mettre au service des gens qui n'ont pas ce privilège. Et je me suis décidée immédiatement, ça m'a pris 10 minutes dans ma tête, à créer une cellule pour mes pompiers. Je dis mes pompiers parce que je les aime profondément. Et je veux dire que c'est nos héros de l'année et d'une manière durable tout le temps. Et je connais bien les pompiers. Et tout ce qui était, donc les forces de l'ordre, tous ceux qui allaient être au premier fond et nos soignants. Et je l'ai fait sur mon territoire, car je pensais qu'on ne peut pas rester dans l'ombre et qu'on ne peut pas rester sur son nombrilisme et son égocentrisme. Donc pour moi, c'était laisser ma boutique de côté et me mettre immédiatement 24 heures sur 24 à disposition de toutes ces personnes de front qui pourraient avoir besoin de décharge. Et ensuite, donc ça c'est pour mon territoire, et ensuite j'ai rejoint le groupe Commando GAG, qui sont des anciens du GIGN, qui sont des anciens qui ont mis leur disponibilité à 200% pour les hôpitaux de Paris et les sentinelles de la nation, et je les ai rejoints. Et donc, on a travaillé quasiment 24 heures sur 24 pour accompagner tous ceux qui en avaient besoin, pour accompagner les gens du front, éviter des suicides, éviter du post-trauma, faire de la cellule de déchocage. Et donc, je remercie la vie d'avoir pu me mettre complètement en dispo, parce que je pense que c'était mon devoir. Et quand on a une expertise, je trouve qu'il faut se poser des bonnes questions, c'est s'oublier soi-même et être dans le don. Mais du coup, vous restez humaine, vous restez aussi soumise au stress comme les autres que vous accompagnez. Comment, dans ce contexte spécifique, vous avez pu gérer aussi votre propre énergie en restant particulièrement active et à l'écoute pour le bien des autres? Alors, je gère pas le stress comme les autres puisque je l'enseigne en entreprise pour être crédible un tout petit peu. Je crois qu'il faut déjà soi-même l'apprivoiser. Donc, je pense que, une parenthèse, je médite depuis 1992 tous les jours. Donc, quand on a atteint ce niveau et je l'enseigne en entreprise, je pense qu'on a effectivement modifié des stratégies internes. Je me suis levée quasiment tous les jours à 4 heures pour avoir le temps de méditer, pour avoir le temps de faire le temps de pause et être en disponibilité totale à tout ce que je pouvais entendre, tout ce que je pouvais appréhender. Je pense que j'ai permis à beaucoup de personnes d'apprivoiser et d'aplanir, j'ai envie de dire, elles-mêmes ce qu'elles pouvaient vivre. Par rapport à ce contexte particulier, quels leviers pour vous demeurent les plus efficaces pour respecter les impératifs économiques, parce qu'il faut en parler quand même, des organisations et l'équilibre justement santé épanouissement des collaborateurs? Comment on peut trouver justement quel levier on peut lever pour respecter cet équilibre? Alors, il faut vraiment être sûr que les outils existent, les méthodes existent, et ça, c'est quelque chose qui est pour moi porteur d'espoir.
Aujourd'hui, on a tous les ingrédients, on a tous les éléments, on a toutes les méthodes pour pouvoir parer à tout dysfonctionnement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extraordinaire. Alors, pour accompagner nos collaborateurs, pour accompagner nos équipes, j'ai envie de dire qu'il faut déjà que les managers soient complètement représentatifs de ce qu'ils veulent donner et produire. Je dois incarner, je dois animer moi-même par l'intermédiaire de mon état d'esprit, de mon savoir-être, exactement ce que j'ai envie de voir chez les autres. Si moi-même je ne suis pas à la hauteur et que je suis excitée, que je ne suis pas respectueux, je ne peux pas attendre des autres effectivement ce que j'exige. Ça, c'est vraiment la chose à comprendre, je dirais le vecteur fondamental et il est non négociable. Vous pouvez me démontrer par A plus B, je vous attends quand vous voulez. On ne peut demander et exiger aux autres uniquement ce qu'on est capable nous-mêmes d'incarner. Donc déjà, que chaque manager, que chaque responsable d'entité puisse à un moment donné se poser les bonnes questions, se faire aider peut-être, se faire accompagner, se faire, je dirais même lors d'un entretien de réflexion, être sensibilisé à qu'est-ce qui en moi est peut-être un frein par rapport à la motivation de mes équipes, par rapport à mon attitude, par rapport à mon comportement dans une situation inédite comme nous sommes en train de la traverser, comment je vais induire ou qu'est-ce que j'ai envie d'induire, qu'est-ce que j'ai envie de produire. Ça, c'est le b.a.-ba. Ensuite, quand l'équipe managériale, quand la production hiérarchique et quand le dirigeant lui-même a abordé ce travail, ça va être beaucoup plus confortable de dire voilà, mes équipes ont peur. Il faut être conscient que ce qu'on vient de vivre a laissé beaucoup de peur consciente, inconsciente, et elles ne font que continuer. La reprise du déconfinement produit beaucoup d'interrogations, d'inquiétudes, et il faut les prendre en considération. On va parler que de production, on est devant des contraintes économiques gigantesques qui vont vraiment accélérer sur le deuxième semestre et d'une manière très grave. Donc on n'a pas le choix. Il est important de se servir de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on connaît pour vraiment scinder, fédérer nos équipes, se rapprocher d'elles, faire vraiment, non pas un groupe, mais de faire des vraies équipes, de faire de la cohésion, de la véritable, pas faire de la mode, du contemporain, non, vraiment de prendre en considération. On est tous dans le même bateau. On est tous dans cette incertitude et apprendre à piloter dans l'incertitude. Et c'est le plus complexe aujourd'hui. Comment moi, en tant qu'être humain, actif, salarié, comment moi, en tant que manager, comment moi, en tant que pilote d'organisation, comment je peux me positionner dans l'incertitude, parce que c'est la seule certitude qu'on ait aujourd'hui. Et si je fortifie déjà cette donnée vis-à-vis de mes équipes et que je ne nie pas, que je ne fuis pas les peurs, les incertitudes, peut-être parer à des licenciements, peut-être parer à du temps partiel. C'est très difficile à vivre pour nos dirigeants, c'est très difficile à vivre pour nos salariés. On a une remise en question totale, mais si on unit nos forces et si on prend en considération, sans se prendre pour le tout-puissant, sans se prendre pour vraiment le dirigeant de chez dirigeant, je crois qu'on peut avancer, on peut fortifier et on peut apprendre à piloter ensemble dans cette incertitude. Je reste convaincue qu'il faut vraiment revisiter nos pratiques professionnelles, nos conditions d'aborder ce qui est en train de se vivre et d'arrêter de prendre les références du passé parce qu'elles ne tiennent pas la route. Comment vous voyez le télétravail? Est-ce que pour vous, c'est une des réponses qu'on peut apporter justement aux collaborateurs ou même à l'organisation? Qu'en pensez-vous de ce mode télétravail? Moi, je pense que le télétravail est quelque chose de très constructif. Mais attention, je dis bien attention. Alors, il faut savoir que le télétravail était revenu déjà depuis quelques années avec un amendement sur la loi pour pouvoir faire des avenants au niveau juridique sur les contrats de travail. C'était pas tellement à la mode parce que, voilà, ça nécessite quoi en priorité? On va le poser, c'est une valeur. On ne peut pas faire télétravail sans confiance à ses collaborateurs. Ça, c'est le premier point. Ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est une chose. On a vécu un contexte inédit qui nous a plongé dans l'obligation de revenir vers le télétravail. Donc, c'est une piste à vraiment étudier, à mettre en œuvre, parce que je pense qu'elle a vraiment des beaux jours devant elle. Sauf qu'il ne faut pas être aveugle.
On a aujourd'hui des statistiques qui viennent d'être produites par des cabinets d'audit qui nous montrent, alors sur un panel de, je ne vais pas vous dire de bêtises, de 2500 personnes ou 2050 personnes, mais on est quand même dans ce chiffre-là, qui nous a montré, donc tout corps d'État confondu, qu'on a 47% de personnes qui ne veulent pas de télétravail. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que oui pour le télétravail, à condition vraiment de faire un approfondissement, une réflexion avec notre candidat. On a des gens qui ont redécouvert que le télétravail, c'était vraiment quelque chose de fantastique pour eux, qu'ils avaient découvert une certaine autonomie, donc on leur fait confiance, et une réorganisation de la vie familiale, de la vie personnelle, de la vie vraiment… Je gagne du temps sur les transports, donc je dirais bénéfice, bénéfice, bénéfice. Avec quand même la demande du lien social, c'est-à-dire le face-à-face pédagogique ponctuel. Ne pas faire que du télétravail à 100%. Le lien social, le lien social, le lien social. Donc, à organiser en termes de temporalité, ça c'est une chose. Donc oui, de ce côté-là. Maintenant, on a des personnes qui ne se sentent pas capables, qui l'ont très mal vécu, qui ont trouvé ça trop anxiogène, qui ont l'impression d'abord de ne pas avoir été équipés, qui n'ont pas de réseau suffisamment constant, qui ont du matériel complètement obsolète qui a été prêté par Pierre-Paul Jacques ou l'entreprise, donc, et qui ont peur de se retrouver chez elles parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas assez de rigueur, qu'elles ont besoin du regard des collègues, elles ont besoin d'être sur site. Donc, je dirais que c'est un oui pour le télétravail. Maintenant, ne pas penser qu'on va pouvoir l'étendre à tout le monde et dans toutes les activités professionnelles. On a des secteurs d'activité, ne soyons pas complètement aveugles, qui ne pourront pas vraiment diffuser tout le télétravail. Tout à fait. Ce n'est pas possible, mais je pense que c'est une bonne perspective. Maintenant, j'aimerais passer à une troisième partie, plus enjouée, on va dire. J'ai envie de vous inviter à nous préciser comment réenchanter finalement l'entreprise, Cathy, n'est-ce pas? Réenchantons l'entreprise. Maintenant qu'on a fait un état des lieux, on va passer à cette partie-là. Perspective. Aujourd'hui, quelle piste éclairante vous pourriez donner aux chefs d'entreprise qui nous écoutent pour agir de manière la plus saine et la plus optimale, si je peux m'exprimer ainsi? Alors, ça, c'est vraiment une partie qui est fabuleuse parce que je pense qu'on a, même dans un contexte d'épreuve, même dans un contexte bouleversant, de toute façon, ça aurait pu arriver demain, après-demain. C'est la loi de la vie, j'ai envie de dire. C'est vraiment l'avancée de la vie. On a connu des grosses mutations, même si là, elle est peu ordinaire et qu'on n'a pas de recul. Mais c'est de réenchanter nos entreprises et de redonner du sens à nos entreprises, de redonner du sens et de la confiance, de réintroduire ce capital humain. Je pense qu'à nos dirigeants, j'ai envie de dire, il est important de peut-être se recentrer également au niveau du cœur même de nos métiers. Chaque organisation professionnelle, chaque environnement économique doit se poser des questions. Alors peut-être qu'on a eu des activités qui sont un peu diversifiées, dispersées. Et pour ceux qui ont vraiment quelques problématiques, je dirais, économiques et socio-économiques, c'est peut-être de se poser les questions un peu plus techniques en premier, c'est de se dire quel est le sens de notre organisation ? Quelle est la raison d'être de notre organisation? Quels sont les axes et les singularités de notre cœur de métier? Et de se recentrer peut-être sur le vrai cœur de métier, mais en réfléchissant sur notre raison d'être. Aujourd'hui, je pense que dans le contexte qu'on est en train de vivre, si nos organisations, si nos dirigeants n'introduisent pas quelque chose qui peut être nouveau pour eux, qui ne l'est pas pour moi, mais qui peut être nouveau pour eux, c'est de se dire quel est le rôle de contributeur sociologique que mon organisation, que mon cœur de métier peut jouer dans l'avenir de la société. Et ça va donner un élan de réenchantement extraordinaire. Pourquoi ? Parce que quand on se pose des vraies questions sur notre raison d'être de notre organisation, de notre produit peut-être, mais de le voir comment le mettre dans ce rôle de contributeur sociologique. Qu'est-ce que mon produit si je produis? Qu'est-ce que mon service si je suis dans le service? Comment je peux réenchanter mes clients? Comment je peux contribuer à leur mieux-être, contribuer eux-mêmes à leur développement, pas que le mien? Et comment je peux en interne
réenchanter le travail, redonner du sens à mes actifs. Comment je peux faire? En les valorisant? Oui. En reconnaissant leur champ de compétences? Oui. En allant chercher avec eux les compétences dormantes qu'ils aimeraient réintroduire. Peut-être que je n'ai jamais été voir les compétences dormantes, le désir, le plaisir. Il faut arrêter de regarder tout le temps l'étymologie du travail comme un objet de torture. Moi, je pense que le travail qui a du sens, qui est social, qui est vraiment sur le partage, qui est sur la confiance, peut être un objet et un lieu d'épanouissement, de revalorisation, de redécouverte de soi. Et je crois que si on a conscience qu'on doit aujourd'hui être tous à notre juste valeur, dans notre raison d'être, avec la singularité, donc qui devient une richesse des différences, et qu'on met tout ça dans un bol de ressources communs, on peut vraiment permettre à l'entreprise de partir sur des axes qu'elle ne soupçonne pas et qui s'appellent du vrai réenchantement et de l'innovation à tous les niveaux. Moi, j'ai affaire à des dirigeants, par exemple, dans le secteur du bâtiment, dont un dirigeant qui est clairement sur l'humain, clairement. C'est quelqu'un d'ailleurs qui donne l'exemple. Mais à chaque fois, il est déçu par des collaborateurs il a l'impression qu'il reste individualiste, que derrière il n'y a rien, alors qu'il essaye de faire au mieux pour faire que ses collaborateurs puissent travailler dans des bonnes conditions. Donc, quand on a comme ce dirigeant cette âme particulièrement branchée justement sur l'humain, mais que en face il ne trouve pas peut-être des procédés, des méthodes pour arriver à parler à ses collaborateurs, comment on peut débloquer des situations comme ça? Alors déjà, il faut vraiment saluer ce dirigeant et toutes ces familles de dirigeants qui sont dans le gros œuvre et le second œuvre, parce qu'ils sont effectivement confrontés à un secteur que je connais très très bien, pour l'avoir accompagné pendant quelques années. Donc, c'est vraiment un secteur très particulier. Il est important que toutes ces familles de grosses œuvres, en particulier de seconde œuvre, comprennent qu'ils ont été victimes, je dis bien victimes, d'une dévalorisation qui continue dans les cursus scolaires et qui sont associés, je suis désolée de le dire, au rejet de tous nos bacs pro et de nos apprentissages en France. D'accord? Donc, c'est très difficile pour un dirigeant de parer tout seul déjà un archétype sociologique de rejet, de dévalorisation. Et je crois que déjà le fait qu'il l'incarne, il a toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Et peut-être compte tenu que ces actifs, ces gars, n'y croient peut-être plus à cette valorisation, cette revalorisation. Ils ont été eux-mêmes victimes de conditionnement, de carcans sociologiques, et ils le sont peut-être en dehors de l'entreprise. Et je crois que ça va passer par un temps de pause, de sensibilisation, de réunion, pour rebâtir un modèle et un cadre de référence commun, et vraiment de demander à ces actifs de quoi ils ont besoin. Comment ils voient. Il faut vraiment les intégrer, pas uniquement dans la partie technique de la production, mais vraiment ce travail de revalorisation. On sait très bien que les chefs d'entreprise sont soumis au stress au quotidien à hauteur de 70% quand même. Fondation Entreprise l'a bien mentionné. Comment on peut prévenir tout risque de burn-out, en tout cas à son niveau, au niveau personnel? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, concrètement? Alors là, ça me touche, cette question, elle me touche profondément. Pourquoi? Parce que c'est une autre de mes expertises, vous le savez. Je suis encore en train d'écrire un autre livre aujourd'hui qui a 2 mois de retard par rapport au contexte, mais qui est sur le thème, sur le côté scientifique, technique et sociaux. Et je vois trop d'hécatombes. Je vois vraiment des catastrophes. On parle beaucoup du burn-out des salariés. Je trouve qu'on ne parle pas assez du burn-out des dirigeants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prototype, j'ai envie de dire, du dirigeant, c'est de penser que une bonne nuit de fatigue, une bonne nuit de dodo, et ça va repartir la machine, et de nier et de refuser de regarder les symptômes. Donc, on est quand même dans un pays curatif, ne l'oublions pas. La France se trimballe cette dimension curative. C'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas en France. Parce que le préventif, il est mis en France uniquement, pas pour l'humain, je suis désolée de l'annoncer. Un chat s'appelle un chat. On le fait uniquement pour des raisons financières. Et ça, c'est à tort. Et je pense que le dirigeant doit se prévaloir
de mettre des choses très simples avant d'atteindre le burn-out. C'est vraiment réapprendre à se rappeler qu'il existe en tant qu'être humain. Oui, il est dirigeant. Oui, c'est un producteur d'adrénaline. Les vrais dirigeants, nous sommes comme les pompiers et comme vraiment des métiers à risque. Nous sommes des vrais producteurs biologiques d'adrénaline. Donc, avant qu'on soit fatigué, il nous en faut un peu, je dirais. Et c'est cette surestimation qui a tendance à nous dire, allez, un coup, on est des infatigables, on est des tout-puissants, on est si. Sauf que le corps, il a aussi sa petite machine. Et quand il veut s'arrêter, il veut s'arrêter. En plus, dans ce contexte-là, où on va avoir une hécatombe de stress, une hécatombe, c'est de prévenir. Et prévenir, c'est de se dire qu'on peut se consacrer 10 minutes, voire pour ceux qui peuvent 3 heures, mais se les faire en cadeau à soi et de voir à un moment donné quelques outils, quelques techniques que moi j'enseigne énormément à nos dirigeants et à nos producteurs d'adrénaline. 10 minutes par jour. On peut avec 12 minutes par jour amener à passer une journée au top en se préservant biologiquement, physiologiquement de toute forme de stress, dégradation. Si vous me dites que vous n'avez pas 12 minutes, je vais vous dire, bon là, il faut aller voir un thérapeute très vite. Effectivement, mais c'est vrai que 12 minutes, c'est négociable. Sur un négociable de temps, quand on voit l'enjeu que ça représente derrière, effectivement, je pense que, chers dirigeants, dirigeanteux, prenez, s'il vous plaît, on vous en conjure, c'est 10-12 minutes. Très bien. Je vais parler plutôt maintenant du contexte politique dans lequel on est. Effectivement, aussi, quand on est dirigeant, on est soumis en fait à un environnement politique parfois désarmant. D'ailleurs, on joue, on est acrobate par rapport à ces décisions gouvernementales et politiques. Sur quoi les dirigeants finalement peuvent-ils compter comme ressources, comme outils, comme support pour gérer au mieux tout cet environnement politique, j'allais dire plus sociétal, entre guillemets, mais surtout politique? Alors, une précision pour les personnes qui nous écouteront, les dirigeants le savent, je crois que beaucoup de gens en France ne se rendent pas compte qu'il y a plusieurs familles de dirigeants. Et je crois que ça, c'est important. On ne peut pas comparer la vie, et là je vais regrouper dans une même famille les artisans, les TPE, les PME, et même si on a des belles PME, voilà, les professions libérales, donc des personnes, je dirais, qui ont à cœur leur bébé, leur entreprise, et puis tout ce qui est ETI et tout ce qui est PMI et tout ce qui est grand groupe. On n'est pas sur les mêmes mondes, on n'est pas sur les mêmes dimensions, on n'a pas du tout les mêmes contraintes politiques, économiques. Et ça, c'est quand même important de le dire, et c'est important que les personnes le comprennent, parce que la charge de responsabilité d'une PME, d'un dirigeant de PME, d'un dirigeant, alors quelle que soit la grosseur de la PME, d'une TPE, d'un artisan, d'une profession libérale, elle est quand même conséquente et elle est énorme, puisqu'on doit être quand même sur tous les fronts. On doit être également, si vous voulez, vraiment sur une implication de chaque instant, et on n'a pas les mêmes contraintes et les mêmes choses à produire, mais surtout à affronter. On a cette problématique également, c'est qu'on a souvent cette vision de ne pas être trop compris par les pouvoirs publics. On a l'impression effectivement qu'il y a un décalage et que les résolutions, les propositions qui sont faites correspondent beaucoup plus aux ETI, correspondent beaucoup plus aux PMI et aux groupes, mais on a le sentiment d'être quand même les grands oubliés. On a le sentiment, effectivement, et pourtant c'est un grand paradoxe, parce que si on regarde, alors je parlerai avant le Covid, puisque je n'ai pas les dernières statistiques, et je ne me permettrai pas de parler si je n'ai pas les dernières statistiques des fédérations professionnelles, mais si on regarde, on voit bien que qui embauche au niveau national, ça restait les TPE et les PME. Nous sommes les premiers recruteurs de France, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important. C'est important, on a beau le dire, on n'est pas entendu. Et je crois que les réponses qui sont faites politiquement, je n'ai pas la compétence politique, donc je ne me permettrai pas, voilà, mais je le dis en tant que dirigeante et j'ai ma légitimité pour défendre les dirigeants que j'accompagne, c'est qu'on n'est pas entendu. Pourquoi ? Parce que les réponses qui sont apportées ne nous concernent quasiment pas. Elles ne sont pas applicables dans nos organisations et elles sont faites, je dirais, mais de manière vraiment minuscule. Donc, tout ce qui nous concerne vraiment, on a vraiment un vide, on a un fossé
entre ce que nous vivons, entre les contraintes que nous vivons et vraiment la réalité de nos terrains. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre du Covid, on a quand même eu des choses qui se sont mises en place, on a eu des aides qui se sont mises en place qu'on n'a jamais connues, et je crois qu'il faut quand même le souligner. Alors, peu importe, hein, on est pour, on est contre, je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat philosophique, politique, pur, dur, mais je crois qu'il y a eu quand même des choses là, pour la première fois, qui ont été produites. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, tout le monde a eu droit, archi faux. Il faut quand même rappeler une certaine réalité. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, on s'est quand même soucié des TPE-PME. Voilà. Même si, hélas, tout n'a pas été applicable pour tout le monde, puisqu'il y avait quand même des critères d'éligibilité qui ont un peu fait paniquer beaucoup d'entreprises, qui les ont mis en défaut. Et sur la deuxième réglementation qui a vu le jour un mois après, ça a été élargi avec des critères qui ont été un petit peu assouplis. Mais là encore, on a quand même beaucoup d'entreprises, si vous voulez, sur lesquelles on s'est inquiété. Et il a fallu redoubler de cellules d'urgence psychologique pour nos TPE, pour nos professions libérales, pour nos PME. Et là, on a vu nos réseaux. Là, on a vu nos réseaux de manière extraordinaire. Le fait d'être affilié à nos fédérations professionnelles, le fait d'être affilié à nos réseaux professionnels, à d'autres réseaux, et bien sûr nos cabinets comptables, pour ceux qui en ont, on a quand même été guidés, on a été accompagnés, on nous a aidés à comprendre les mesures. Ils nous ont mis en place des webinaires pour comprendre sur l'aspect financier, quelles aides on avait droit, comment on allait analyser tout ce que la politique avait mis en place. Et je dirais à un dirigeant aujourd'hui, vous ne pouvez plus rester tout seul. Que vous soyez artisan, que vous soyez libéral, que vous soyez infirmier même, je veux dire en profession libérale, vous ne pouvez plus rester tout seul. Je sais que les cotisations, bien sûr, elles peuvent avoir un prix certain. Vous pouvez vous dire, ah oui, mais moi, je n'ai pas le temps d'aller aux réunions. Mais même si on n'a pas le temps d'aller aux réunions, on reçoit les informations. On a tout le temps des aides, on peut appeler, on a du renfort, on peut s'informer, on peut accompagner, on peut être aidé, soutenu à tous les sens du terme. Donc, j'ai envie de dire à nos dirigeants, plus que jamais, rejoignez le réseau avec lequel vous vous retrouvez le plus en harmonie avec vos valeurs, hein, bien évidemment, mais ne restez pas seuls, surtout, surtout, surtout. Le travail du réseau, c'est de nous aider à gagner du temps pour qu'on puisse rester sur nos cœurs de métier et nous amener l'information de manière synthétique, concise, mais surtout nous donner la bonne information. Tout à fait, tout à fait. Ne restez pas seul. Quelle contribution, Cathy, chacune peut apporter au sein des organisations? Extraordinaire comme question, elle est belle, elle est vraiment forte puisque je suis un contributeur et j'invite les gens à être contributeurs. Alors souvent, déjà, on me dit, mais moi, j'ai un petit métier, j'ai une petite… Non, on peut tous, à notre petit niveau, en toute humilité, être contributeurs. Il faut le vouloir. En premier, il faut avoir l'état d'esprit et il faut être un peu orienté vers les autres. Il faut être convaincu qu'on peut tous, à notre niveau de conscience bien sûr, mais notre niveau professionnel, notre niveau, même une maman à la maison qui ne travaillerait pas, elle peut être contributeur. On peut tous humainement être contributeur. La vraie contribution sociétale, elle est déjà le départ humain. Donc, c'est vraiment à un moment donné, au sein de nos organisations, c'est peut-être se proposer par rapport également à nos compétences dormantes. Peut-être quelque chose qu'on aime plus que d'autres. Peut-être on est doué pour ça. Et donc, de voir comment déjà, au sein même de notre organisation professionnelle, comment on peut aider nos collègues, comment on peut aider peut-être une maman qui est embêtée pour la garde, de voir quelqu'un qui est tombé malade. Comment nous-mêmes, on peut créer au sein même de notre organisation ce collectif, vraiment ce collectif d'entraide, de solidarité. Et que le patron et que le dirigeant et la ligne managériale soient à la même hauteur. On n'est pas là, on est là. Donc, ensemble, on peut parallèlement au sein même de faire preuve de solidarité. On peut tous être contributeurs aidants les uns des autres. Et ensuite, pour ceux qui sont le plus l'âme d'un contributeur, il faut savoir qu'on a énormément d'associations extérieures qui existaient déjà, mais qui se sont vraiment, je dirais, amplifiées. D'autres qui ont vu
la naissance pendant cette situation et d'autres qui vont continuer à grandir. Et pourquoi pas venir quelques heures et venir en tant que sentinelle pour contribuer à amplifier des aides de personnes qui vont avoir encore besoin, que ce soit nos personnes âgées, que ce soit de passer un coup de fil à quelqu'un qui a été hospitalisé. Nous, on est en train de le faire. Que ce soit une maman qui est embêtée parce que son enfant est dyslexique et elle n'arrive pas à lui expliquer un cours. On peut tous être contributeurs. Tous, tous, tous. Mais par contre, je pense qu'il faut être conscient de le vouloir parce que le pouvoir, c'est déjà gagné d'avance. Tout à fait. Et en plus, quand on contribue, ça enrichit notre patrimoine cérébral, ça nous rend joyeux, on est heureux dans le partage, n'est-ce pas, Cathy? On est utile. Donc, et on trouve du sens à sa vie. Parce que le vrai bonheur, c'est ce qu'on donne. Et plus on donne, plus on se sent riche à l'intérieur. Merci beaucoup, Cathy. Si vous aviez une idée de génie ou un mantra à nous communiquer, ce serait laquelle ou lequel? C'est difficile parce que j'en ai plusieurs, mais j'ai envie de dire quelque chose, même en temps de gravité comme on est en train de le vivre, je dirais aimer la vie et faire confiance en la vie. Savoir-être, bouche à oreille, expérience, vouvoiement, séminaire, musique du monde, Mercedes, randonnée, leadership, scène. Cathy, et si on passe à l'action maintenant? Que diriez-vous de proposer à notre audience d'imaginer le management de demain ou comment manager dans un contexte aussi incertain? Je pense que c'est vraiment les aider et ça serait contribuer à leur donner des outils de pilotage pour vraiment œuvrer dans cette incertitude et les renforcer dans leur pratique. Alors c'est parti, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera plus d'informations par la suite, mais contactez-nous et on vous invitera à dévoiler en tout cas à avancer sur ce management de demain qui a de beaux jours devant lui, n'est-ce pas Cathy? Qui est non seulement formateur, mais qui est aidant et qui va permettre des perspectives vraiment très fortes pour eux et leurs actifs. Alors écrivez-nous et on vous dit à très vite. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous.